bonjour, bon début d'après-midi. Effectivement, comme Pierre Avril vient de vous le dire, ce téléfoot numéro 270 déjà sera consacré presque exclusivement aux coupes, qu'elles soient de France ou d'Europe. Avec toutefois un résultat de championnat pour commencer hier soir en match en retard. Le nouveau Racing Club de Strasbourg, puisque vous le savez, cette semaine, l'entraîneur Sunderman a été licencié. Il a été remplacé par Jean-Noël Huck, auquel nous souhaitons bien sûr bonne chance. Eh bien, le Strasbourg de Jean-Noël Huck a bien commencé, puisqu'en match en retard, il a battu Laval 2-0, 2 buts signés Gérard Soler. Et dans les buts de Strasbourg, Philippe Schutt, le fils de Johnny, a fait de grands débuts dans la carrière. À lui aussi, nous souhaitons bonne chance. Maintenant, place à la coupe, beaucoup de matchs, beaucoup de buts. Et hier soir, un seul match entre équipes de première division. C'est Metz, le tenant, qui recevait Bastia sous les yeux de notre ami Didier Roustan, revenu avec ses deux épaules complètement solidifiées. Metz-Bastia, donc deux spécialistes de la coupe, tout au moins sur ces 5 dernières années. Ici, un coup franc de Bernat et une première tête de Beaucamp qui frôle le poteau de Lunarty, qui semblait cependant, en la circonstance, assez bien placé. Metz donc va faire le forcing, on s'y attendait, au stade de Saint-Symphorien. Et Bastia va essayer de limiter les dégâts, ça semble mal parti. Ici, il y avait une tête de Moisan contre son camp sur la transversale, donc Ebarajam, il était sur son mauvais pied, le pied droit. Coup franc de Bernat, encore un renvoi de Moisan, une autre tête de Michiche, et c'est Beaucamp de la qui a mal apprécié la trajectoire de la balle, qui s'était piégée tout seul. Elle a rebondi sur son épaule, mais vous voyez que l'essentiel du jeu se fait dans cette partie du terrain. Attention tout de même au contre Bastier, pour l'instant il n'existe pas. Encore une déviation de Beaucamp qui aurait pu profiter à Kurbos, et Minarsi qui est sorti au nez et à la barbe de Kurbos, barbe s'il y en avait. Mais enfin il la laissera peut-être pousser s'ils vont jusqu'à la finale. Ça devrait aller. Il y a un joueur Bastier à terre, mais le ballon est toujours dans le jeu, et finalement une petite poussette peut-être de Meyer sur Brasiliano, cela n'était pas très évident. En attendant, à la 30e minute, à la suite de ce coup franc, toujours tiré par Bernat, il les tire d'ailleurs très bien, tout comme les corners, et bien Kurbos, qui n'est pourtant pas bien grand, ouvre la marque, ne laisse aucune chance à Minarsi, vous voyez, il n'insiste pas. Il ne peut pas s'en vouloir. Et donc Metz mène 1 but à 0, ce qui est tout de même assez justifié sur ce que nous avons vu pour l'instant. Nous sommes maintenant à la 36e minute, l'une des rares attaques bastiaises. Il y en aura quelques-unes avec Zimaco tout de même. Ici, Meyer conserve bien son ballon. Il manquait quelques centimètres à Bernat et cela va coûter cher à Metz. Une bonne fin de tir, vous l'avez vu, de Solsona, et Passinelli s'est bien engagé à profiter d'une erreur de défense là. Le tacle de Sonor un poil trop tard, et finalement un partout. C'est inespéré pour Bastia, mais c'était remarquablement joué de la part de Solsona. Et vous voyez là encore, il manque quelques petits centimètres à Sonor et même à Hétor. Donc un partout sera le score. Je ne vois pas pourquoi après 21 minutes de jeu, puisqu'on était à la 37e, ça marche pas très bien de ce côté-là. Mais côté Messin, ça va marcher sur le terrain remarquablement bien en deuxième mi-temps. Tout d'abord, à la 46e minute, cette tête de Brasiliano. Et malgré l'absence de Jean-Philippe Rohr, eh bien, Metz maintient sa pression. On l'avait déjà remarqué contre Auxerre, du reste, où les Messins avaient réalisé un remarquable match. Ici, Beaucamp, incroyable, il est toujours debout, et finalement un bon réflexe là de Minarsi. Un super Beaucamp hier soir, surtout en deuxième mi-temps, qui a réalisé de très belles choses. Toujours, il aime jouer avec les talonnades, et celui-là lui réussit assez bien. Michiche devant Minarsi, c'est le deuxième but, pas du tout. Orlandouchi, Charles, le lion de Vescovato, a encore frappé et sauve sur sa ligne. Toujours un partout, Bastia tient et attend le match retour à Furiani, et pourquoi pas un deuxième but. C'est très bien fait de la part de Moisan, extérieur du pied, mais Meyer vient de faire une course de 40 mètres. En plus, il est sur son mauvais pied. En plus, le terrain n'est peut-être pas en super bon état. Donc finalement, pas de problème pour Hétor. Et Metz qui continue, vous voyez, on va chercher le porteur du ballon, et finalement on l'oblige à la faute, on le pousse à la faute comme celle-ci de Moisan, et ce but de Beaucamp à la 63e minute. L'état du terrain, il est peut-être encore pour quelque chose. Moisan a voulu donner un retrait à Orlandouchi, il n'a pas vu Beaucamp qui avait dû se cacher sous une touffe d'herbe. Finalement, 2 buts à 1 pour Metz, qui va continuer, car évidemment à Furiani, 2 buts à 1, ça risque de ne pas être suffisant, même 3-1 d'ailleurs. On ne sait jamais, un 2-0 sera suffisant aux Corses. Sonor ici qui inquiète Miarchik, et Lovitz ont guère d'équivalent à mon avis en France. Ils ne sont pas loin
de l'équipe de France. Ce sont deux super joueurs, intraitables sur le plan défensif et remarquables sur le plan offensif. Et voilà ce troisième but tant attendu, toujours réussi par Tourbos de la tête. 3-1, mais le match retour promet. En tout cas, espérons qu'il s'agira d'un match aussi passionnant qu'hier. C'était quand même de bonne qualité à Saint-Symphorien. Le public était ravi, il y avait de quoi. En ce qui concerne la Coupe de France, il y a traditionnellement des surprises et les clubs de deuxième division hier se sont remarquablement comportés. Nous allons vous présenter 4 matchs. Le Havre, Paris Saint-Germain avec Jean-Michel Larquet, Racing Red Star et Rennes-Rouen avec Yves Kupferming qui avait le don d'ubiquité hier soir et Mulhouse-Brest avec Philippe Huy. Et on commence par le match qu'a suivi au Havre, Jean-Michel Larquet, entre le Havre qui marche bien en deuxième division et le Paris Saint-Germain qui semble rejaillir du néant. Contre le doyen des clubs français, le Havre Athletic Club, le Paris Saint-Germain a connu pendant 1 heure quelques frayeurs. Dépassé par l'agressivité et la vitesse d'exécution des Havrais, heureusement que les Parisiens ont pu compter sur un excellent Jean-Michel Moutier qui a multiplié les exploits. Il s'oppose ici à un excellent tir de Drieux grâce à une claquette. Il est obligé d'aller au contact devant Jacquet, l'avant-centre havrais, après cette attaque collective de Ciel et Marine. Drieux, encore lui, remonte tout le terrain, sème ses adversaires, bénéficie d'un contre favorable et oblige Moutier à une superbe horizontale. Devant ce déferlement, les Parisiens vont finir par craquer et sur un nouveau mouvement, Milosevic est crocheté par Tinmar dans la surface. Penalty sifflé par M. Lambert, transformé par Philippe Prieur, qui sera donc le seul buteur de cette première période qui se termine sur ce score de 1-0. À la reprise, nouveau coup de théâtre. Fernandez, cerné par 3 Havrais, hésite, tourne, tergiverse et finalement donne en retrait pour Philippe Prieur qui inscrit son second but. Mais à force de courir, les Havrais vont éprouver le soin de souffler et les Parisiens plus expérimentés vont en profiter pour se refaire une santé. Dominique Rocheteau sur ce tir en pivot est tout près de réduire le score. Nouvelle attaque avec au départ Safet Suzic, Toko, seul devant Casanova, obtient un corner. Et sur ce corner tiré par Dominique Rocheteau, après un cafouillage, Janol, dans une forêt de jambes, inscrit le premier but parisien. Quelques minutes plus tard, nouvelle offensive avec Guillochon, Dominique Rocheteau, feinte de corps de Toko, feinte de frappe et tir croisé de Suzic. Les Parisiens sont revenus à hauteur des Havrais qui voient tous leurs efforts anéantis. Pourtant, ce sont ces Havrais qui vont terminer les plus forts. Jean-Michel Moutier est encore obligé de se jeter aux pieds de Prieur. Et enfin, la dernière occasion sera toujours pour les Havrais avec Milosevic, mais sa reprise de volée trop croisée frôle les buts de Moutier. Les Havrais méritaient peut-être mieux que ce nul, mais les Parisiens ont eu, quant à eux, le courage de parfaitement réagir à 2-0. Bonjour tristesse, aurait pu dire François Sagan en contemplant les tribunes vides du Parc des Princes. 2500 spectateurs seulement dans un stade de 48 000 places, on pourrait en pleurer. On pourrait également pleurer sur une première mi-temps insipide où le Red Star, après 2 occasions en 1 minute, s'est cantonné en défense. Dommage que Castendutch ait complètement raté son tir et Cagnol n'ait pas vu son centre finir dans les buts de Desrousseaux. Cela aurait sans doute forcé le Racing à hausser un petit peu le ton. Au lieu de cela, les deux équipes ont multiplié les mauvais contrôles, les mauvaises passes et les dribbles ratés. Autrement dit, on s'embêtait faire, mais heureusement qu'on n'était pas nombreux.
Seul éclair, ce contrôle de la poitrine, reprise de volée de Philippe Piette, arrêté facilement par Le Masson. Une première mi-temps où même les joueurs donnaient l'impression de n'avoir pas envie de jouer au football, témoin ce dégagement de Le Masson qui n'intéresse personne excepté son vis-à-vis. Heureusement pour tout le monde, la deuxième période sera plus animée sous l'impulsion du Racing où la rentrée de Chebel y est certainement pour quelque chose, si bien qu'après 12 minutes de jeu, le ballon parvient à Jean-Michel Bridier. Bridier qui élimine son garde du corps Faury. Un centre parfait repris de la tête par Auckland, Le Masson ne peut que dévier dans ses propres buts. 1-0, il n'y a pas de quoi poivoiser, mais si le football n'a pas été bon, il y a peut-être une raison, le ballon était crevé. Avec le nouveau ballon, ça ira beaucoup mieux, du moins pour le Racing, qui a enfin retrouvé un football digne de ce nom et qui, en Madjer, a également retrouvé le meneur de jeu et le buteur qui lui a tant manqué depuis le début de saison. Madjer qui combine avec Chebel et qui, dans un angle impossible, fusille Le Masson. Après ce deuxième but, le Red Star baisse complètement de pied, laissant aux joueurs du Racing les espaces qui leur ont tant fait défaut en première période. Bridier va manquer d'un rien le troisième but à 2 reprises, mais le ballon va à nouveau revenir vers le portier audenien. Castendutch va donner en retrait sur Padevant. Padevant qui va se faire subtiliser le ballon pas très régulièrement me semble-t-il par Auckland. Auckland repique vers le centre, donnant retrait à Chebel qui élimine 2 adversaires, tire sur le poteau. Mais Madjer a bien suivi et inscrit le troisième but qui met son équipe définitivement à l'abri d'une surprise au match retour. On voit mal en effet cette équipe du Red Star inscrire 4 buts au Racing. Mulhouse-Brest, c'est le tout même du match piège pour une équipe de première division et les Bretons vont mettre 90 secondes à s'en apercevoir. En fait, ils ne sont pas vraiment encore tout à fait rentrés dans le match et ils ont tort car regardez bien, Bernardet réussit une superbe talonnade pour Mansouri, un centre parfait de Mansouri et c'est Boafia de la tête qui ouvre la marque. 1-0 pour Mulhouse. L'effet de surprise passé, Brest va réagir et se créer plusieurs occasions, notamment par Henry de cette tête qui est sauvée sur la ligne par Toffolo qui a bien suppléé Jean-Pierre Tempé. Les Alsaciens jouent bien et ils vont montrer qu'ils ont la pointure de la première division, une première division qu'ils pourraient très bien retrouver dans quelques mois. À la suite de cette action, ils vont avoir une nouvelle occasion de marquer, notamment Bernardet là, qui réussit un superbe slalom au milieu de 3 défenseurs, qui donne à Eriksen, mais Eriksen est contré. Malheureux sur ce coup-ci, Eriksen, qui n'a pas eu de réussite hier et qui finalement aurait pu marquer 2 ou 3 buts hier. Cela n'a pas été trop grave dans la mesure où il aura été bien suppléé par Boafia. On joue maintenant la 40e minute, un superbe exploit technique de Assad pour Boafia qui reprend en catastrophe et c'est le deuxième but de Mulhouse. Mais au départ de cette action, il y a eu Assad qui a réussi un superbe extérieur du pied gauche. C'est bien joué donc, 2-0 ce sera le score à la mi-temps car même si Brest a eu une occasion de marquer là sur cette action de Pouliquin, Tempé lui a montré aussi qu'il était à la hauteur de ses attaquants. Donc 2-0 c'est le score à la mi-temps. De Wilder a dû remonter les bretelles à quelques-uns de ses joueurs puisque Brest va nettement mieux jouer en deuxième période. Et les Brestois vont se créer les meilleures occasions, notamment par Bucher, qui est là une fois encore contré par Jean-Pierre Tempé, l'ancien gardien de l'équipe de France, qui va avoir un petit peu plus de chance sur cette action, puisque sur cette occasion et sur ce tir de Paul Le Guen, la balle atterrit sur le montant et est relâchée, met en corner. Ce n'était ni le jour ni la semaine de Brest qui a été battu, vous vous rappelez certainement, mardi à Marseille, 3-2 dans les 10 dernières minutes. Et ce n'était pas le jour non plus de Bucher qui là contrôle le ballon de la poitrine mais ne peut le transformer en but. 88e minute maintenant et suivez bien ce long dégagement de Jean-Pierre Tempé. La balle est détournée de la tête par Assad pour Boafia. Boafia qui va finalement réussir à centrer malgré ce tacle. Un centre, une superbe reprise ratée de Diringer, mais finalement personne à la réception pour récupérer ce ballon. Alors Diringer récupère ce ballon et il va la redonner à celui qui lui avait donné tout à l'heure, c'est-à-dire Boafia qui marque son troisième but. 3-0 donc pour Mulhouse et un retour particulièrement difficile pour Brest en perspective mardi.
C'est sans doute l'esprit ailleurs que Rennes et Rouen ont abordé ce match de Coupe de France, car si pour les Bretons l'objectif est bien sûr la montée en Division 1, Rouen pense surtout à ne pas redescendre. Ceci expliquant sans doute que les deux équipes se sont neutralisées pendant 45 minutes. Peu d'occasions de but en première période, la meilleure est apportée au crédit des Rennais. MFD élimine Alberto, mais son tir passe de très peu à côté du but de Bensoussan. Mieux organisés au milieu de terrain, les Normands sont le plus souvent en possession du ballon, mais côté finition, ce n'est pas ça. Peu de travail pour Thierry Quillard, qui stoppe facilement un tir de Bertelsen. L'ancien entraîneur rennais Jean-Vincent, venu en voisin, n'a pas l'air de trouver le spectacle très passionnant. Heureusement, la deuxième période sera plus animée. C'est d'abord Alberto qui inquiète Yard d'entrée de jeu. Mais pour Rouen, c'est tout. Toute la deuxième mi-temps est à l'avantage de Rennes. Rennes emmené par un excellent Bousdira qui passe dans un trou de souris. Son centre est repoussé de la tête, mais le ballon n'est pas perdu pour les Bretons. Il revient dans les pieds de Douaré, qui ouvre pour Morin. Morin qui contrôle, mais qui rate complètement son tir. Les Rennais réclament un pénalty que l'arbitre refuse, et à la 70e minute, sur une action un peu similaire à la précédente, un centre de Relmi, repoussé par la défense, c'est Sanson de voler, inquiète Bensoussan. En dépit d'un gros forcing des Rennais en fin de partie, le score restera vierge. Match au sommet de la deuxième division entre Nice et Saint-Etienne au stade du Ray. À ce propos, juste un petit mot, les supporters niçois, un peu injustement je dois dire, nous reprochent de ne pas nous occuper comme on le devrait, de l'équipe de l'Olympique Gymnaste Club de Nice. On reçoit quelques lettres, le plus souvent anonymes du reste, comme ce matin aussi dans l'équipe magazine. Sachez que nous n'avons absolument rien contre Nice. La preuve, c'est que le sujet le plus long qui ait été fait cette saison sur une équipe a été fait par Didier Roustan à la mi-temps d'un téléfoot, précisément sur l'OGC Nice. Du reste, j'ai les couleurs de l'OGC Nice. Alors on ne peut rien me reprocher. Voilà. Et tout le monde a reconnu que l'année passée, eh bien, Nice n'avait pas eu de chance dans les barrages, mais ça, c'est pas de notre faute à nous ici. Voilà. Sur ce, les images de Nice-Saint-Etienne, commentées par Frédéric Jaillant, qui assistait à la rencontre hier au Stade du Ray. Pour les Verts, presse les médias, ça les irrite. Et puis ils voulaient une revanche après leur récente défaite subie à Saint-Etienne en championnat 1-0. De l'électricité dans l'air et première étincelle après 4 minutes de jeu. Une attaque stéphanoise, le ballon qui parvient à Mia sur le côté gauche et première intervention très musclée de la part du stopper niçois Bruzikesi. Résultat, coup franc pour Saint-Etienne, bien situé. Il est tiré par Ferry du pied gauche et ça passe juste au-dessus. Les Niçois jouent bien en ce début de match. En 2 rencontres de championnat contre Saint-Etienne, ils n'ont plus marqué cette saison le moindre but. Alors tout naturellement, ils veulent rapidement se décomplexer, rapidement marquer. Ils font tout pour y parvenir. Beaucoup de volonté, mais un petit peu de mauvaise foi également. Comme ici Dominguez qui réclame un penalty peu évident, mais une tactique payante. 5 minutes plus tard, de nouveau Dominguez, Larsson, Castaneda va intervenir, mais Olexac aussi est intervenu irrégulièrement. Une faute bête, comme on dit, car là, il n'y avait pas danger de but, mais M. Rideau a raison de siffler ce penalty tiré par Dominguez, 1-0 pour Nice après un quart d'heure de jeu. C'est alors la période de faste pour les Niçois qui manquent de peu d'aggraver le score un peu plus tard. Belizy, Dominguez du gauche, Castaneda a été battu mais ça passe au-dessus. Ce deuxième but d'ailleurs, les Niçois vont le marquer à la suite de cette action. Superbe d'ailleurs, mené aux alentours des 18 mètres, ouverture de Françoise de volée sur le côté droit, un long centre. On retrouve Françoise qui marque mais de la main, vous l'avez vu, c'est encore plus évident avec le ralenti. Françoise d'ailleurs, après avoir marqué, n'insiste pas. Il est très efficace dans son nouveau rôle de milieu de terrain à Nice, un joueur très volontaire et très efficace. Et puis les Stéphanois qui ont fait preuve hier soir de beaucoup de qualité morale sont bien prêts d'égaliser un peu plus tard. Une action confuse, on ne peut plus confuse devant les buts d'Amitrano. On s'arrête de jouer, on ne sait pas s'il y a pénalty, s'il y a coup franc. Coup de sifflet de M. Rideau, finalement c'est seulement un coup franc pour les Niçois, même pas pour les Stéphanois. Alors comme pour Nice un petit peu auparavant, eh bien cela va jouer, il va y avoir un phénomène de compensation et sur l'action suivante menée par les Stéphanois, eh bien M. Rideau va accorder un autre pénalty, mais cette fois aux Stéphanois. Voici cette action, Daniel sert Bellus, Ribard plutôt, pardon, faute d'Hervé Blanc. C'est pas très évident à vitesse normale, mais au ralenti vous allez voir que M. Rideau là encore a raison. Le pied d'appui de Ribard
est pris par le tacle d'Hervé Blanc. Ribard préfère ne pas regarder. Enfin, un petit coup d'œil quand même. Gilles s'élance. Il marque un partout entre les deux équipes après 25 minutes de jeu. Un but qui va avoir le don d'énerver les Niçois. On a le droit d'être motivé, on a le droit d'en vouloir, mais on n'a pas le droit de faire ceci. Regardez bien. Milla contrôle. Brusichési, il est 2 pieds en avant dans le dos. C'est absolument incroyable. D'autant plus que M. Rideau sortira seulement un carton jaune. Milla, par chance, pourra se relever. C'est pas de la faute de Brusichési, vraiment pas. En tout cas, donc, le jeu reprend. Et M. Rideau a sorti seulement un carton jaune. Pourtant, il a été courageux dans cette rencontre. Par exemple, il n'accorde pas un pénalty aux Niçois ici. C'est courageux, mais c'est sans doute une faute d'arbitrage, car je crois qu'il y avait bel et bien faute sur Larsson. En tout cas, les Niçois vont avoir beaucoup de mal à se remettre de toutes ces histoires. Ils perdent un petit peu les pédales en deuxième période. Larsson, par exemple, ici a une belle occasion. Mais ça illustre ce qui s'est passé en deuxième période. Les Niçois gâcheront toutes les occasions qui se présenteront à eux. Les Stéphanois ne demandaient que ça. Résultat, une ouverture de Sab en direction de Milla. On croit qu'il a perdu le ballon. Il le récupère et il marque 2-1 pour Saint-Étienne après 1 heure de jeu. Un but que l'on revoit, c'est bien joué de la part de Milla qui glisse au départ. Brusichési est devant lui et Mitrano aussi, mais Milla, du pied gauche, a réussi à pousser ce ballon que Brusichési ne peut dévier. Donc 2-1 pour les Niçois. Cangini et tout le banc stéphanois est ravi. Et puis les Niçois vont laisser passer leur chance par manque de chance. Superbe reprise de volée de Gemrich, excellent pendant le temps qu'il a passé sur le terrain. Mais vraiment, ça ne voulait pas rentrer pour les Niçois. Dans ces conditions, les Stéphanois auront d'autres occasions d'aggraver le score, comme ici par Bellus, mais ce n'est donc que par 2-1 qu'ils ont gagné à Nice. Une bonne affaire quand même donc pour les Stéphanois. Quant aux Niçois, je crois qu'on peut dire qu'ils se sont battus eux-mêmes. Il y a des fois où trop d'agressivité peut vous desservir. Voilà donc les résultats des matchs qui se sont joués hier soir. Bordeaux-Lille aura lieu ce soir. Match important dans l'optique des rencontres entre clubs de première division, savoir si Bordeaux, le leader, a bien réagi après sa rencontre de Coupe d'Europe. Les matchs entre Division 1 et Division 2, Nantes a battu 7, 6-0, but de Ramos, 2 buts de Halilhodžić, dont un penalty, Robert, Maurice et Touré. Bon résultat nul entre Besançon et Monaco. Lens a battu le Stade Français 92, 4-0, but de Gillot, Brisson, Tlokinski et Vercruis. Les autres rencontres, vous les avez vues en images. On poursuit. Toulouse a gagné difficilement à Clermont-Ferrand, le club dont le directeur sportif est Bernard Gardon, un but de Gédrézac pour Clermont-Ferrand et 2 buts en 1 minute pour Toulouse, signés Sassus et Durand. Pau-Nancy aura lieu ce soir. Sochaux-AS Mantes aujourd'hui également. Les résultats entre clubs de 2e division, Nice-Saint-Étienne, vous venez de le voir. Nîmes a battu Cannes grâce à 2 buts de Herrero et un pénalty de Nigard contre un but de Samba. Et enfin, Maubeuge-Sedan sera joué également aujourd'hui. On en vient maintenant au football international et à la Coupe d'Europe qui a marqué évidemment cette semaine. Et la rencontre qui s'est déroulée donc ce mercredi dans un stade municipal de Bordeaux archi-comble. Bordeaux a-t-il ou non laissé passer sa chance? On le saura dans une douzaine de jours maintenant à Krivoy-Rog. Mais revenons d'abord à la rencontre qui se déroulait devant donc 35 000 et des poussières spectateurs, 35 067 exactement. C'est le plus gros score de public dans le stade municipal de Bordeaux, avec un club girondin qui fait la loi en ce début de match. Les joueurs soviétiques apparaissent comme lents, ayant du mal à se retourner, frustres dans leurs interventions. Et Bordeaux fait à peu près ce que veut l'équipe, avec un premier but signé Lacombe dès la 9e minute, un véritable but d'avant-centre. Lacombe est crocheté, il tombe par terre en pleine surface, se relève et marque du pied gauche. 1-0. Dès cet instant, on sent que les Bordelais ont le match en main. D'autant que la domination bordelaise va continuer. Tigana, Lacombe, Giresse en font voir de toutes les couleurs aux défenseurs soviétiques qui sont obligés de commettre une faute ici sur Bernard Lacombe. C'est le penalty. Comme Bernard Lacombe a été touché sur ce penalty, Dieter Müller le tire. Et l'excellent Sergueï Krakowski a plongé du bon côté
Et c'est le début des malheurs de Dieter Müller. Girard a bien l'intention de le secouer, il le lui dit en le passant, mais on voit déjà que Dieter, le buteur allemand des Girondins de Bordeaux, a le masque des mauvais jours. Pouchkov l'a attiré de peu à côté. Petit à petit, les joueurs soviétiques sortent la tête de l'eau. Mais les occasions sont toujours pour les Bordelais. Reprise de volée d'Alain Giresse au-dessus. Il y a des jours comme ça où ça ne veut pas rigoler. Encore Giresse. Et toujours Krakowski. Les joueurs soviétiques n'opérant que par contre-attaque, comme celle-ci, juste avant la mi-temps. À la limite du hors-jeu, Liuti devance Rohr. Dropsy sort un peu tard. La balle est au fond des filets. Dans un silence de cathédrale, 1-1, et Liuti n'était pas hors-jeu. Rohr ne peut rattraper ce ballon, sinon dans les filets. 1-1, score à la mi-temps. On se dit que donc la décision va se faire en deuxième mi-temps, d'autant que les Bordelais continuent à dominer. Encore Dieter Müller et toujours Krakowski. Incroyable mais vrai. Girard. Lacombe. Toujours Krakowski. Tir en deux temps, Jean Tigana, encore Krakowski. Il aura été le grand homme de son équipe, l'excellent gardien de but Sergueï Krakowski, car il a absolument tout arrêté, alors que les têtes comme celle-ci de Bernard Lacombe passaient de peu à côté. Reprise de volée en aile de pigeon de Girard, Krakowski arrête encore. Et pour aller jusqu'au bout du calvaire, regardez cette action. Protasov marque, il n'était pas hors jeu. L'arbitre, M. Kaiser, refusera le point. Il en rigole encore, l'Ukrainien. Dans les dernières minutes de la partie, Aimé Jacquet remplacera Fernando Chalana par Thierry Tussaud. Et sur un des bons centres de Thierry, du pied gauche bien sûr, Dieter Müller, pour boire le calice jusqu'à Lally, frappera le ballon de la tête sur le haut de la transversale. Il ne reste plus à Dieter qu'à marquer 2 buts à Krivoy Rog dans 12 jours, et tout ça, mon bon Dieter, ce sera du passé. Alors on va voir maintenant, comme d'habitude, les autres rencontres de Coupe d'Europe qui se sont déroulées ce mercredi aux 4 coins du vieux continent, avec notamment, vous allez voir, un but extraordinaire du capitaine du Bayern, Augenthaler. Mais nous verrons ça tout à l'heure. On va d'abord commencer par la Coupe d'Europe des clubs champions. Sur un terrain très gras, il avait beaucoup plu. Premier but de la Juventus pour Marco Tardelli. On joue depuis 35 minutes entre la Juventus et le Sparta de Prague. 1-0, but de Tardelli, 31e minute. Ouverture de Michel Platini. La balle parvient jusqu'à Briaski. On vient de dépasser l'heure de jeu. Centre du pied gauche, tête de Paolo Rossi comme à l'entraînement. Et 2-0 pour les champions d'Italie. Bien parti dans cette rencontre sur une pelouse extrêmement grasse. On revoit le centre de Briachi qui s'est bien intégré maintenant à cette équipe de la Juventus, et le bon coup de tête de Paolo Rossi. À 8 minutes de la fin, c'est du reste Briachi qui marquera le 3e et dernier but après 4 tirs contrés. Le 4e sera le bon. Il a suffi de lever le ballon. Et Briaski donne une large victoire à la Juventus qui, contrairement à Bordeaux, ira tranquillement dans l'Est le 20 mars pour y affronter le Sparta de Prague à Prague, mais avec 3 buts d'avance. Austria de Vienne contre le tenant Liverpool, avec un premier but marqué par les Autrichiens à la 23e minute par le plus jeune joueur de l'équipe, Polster, qui ouvre la marque. L'Austria de Vienne mène par 1-0. Mais Liverpool, c'est véritablement une équipe de Coupe d'Europe, et malgré l'absence de Dalglish qui était suspendu pour ce match, et malgré le coup dur de ce but concédé après 20 minutes de jeu, un bien joli but ma foi,
Eh bien, les joueurs de Liverpool ne vont pas se désunir et ce sont eux qui, à 5 minutes de la fin, vont égaliser sur ce coup franc, repoussé 2 fois, 3 fois, la barre et Nicole qui a suivi de la tête marque comme au billard. On va revoir cette action, elle est superbe à la suite de ce coup franc. La balle va être donc repoussée par le gardien de but autrichien. Un premier tir de Rush contré. Un deuxième tir de Nicole contré par la barre, mais Nicole qui a suivi saute plus haut que tout le monde. Résultat nul 1-1. Il faudra aller la chercher à Anfield Road, cette Coupe d'Europe, pour la gagner cette année. Göteborg Panathinaikos avec un coup de sifflet de l'arbitre qui siffle un penalty qui n'était pas évident. Et Dimitros Saravakos réussit le penalty. Panathinaikos gagne à Göteborg 1-0. Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe à présent, avec le match au sommet pour commencer entre le Bayern de Munich et l'AS Roma. Beckenbauer et Breitner étaient présents. Ils ont assisté à un bon match, à une belle victoire du Bayern avec ce premier but extraordinaire de Augenthaler. Une frappe de 35 mètres. La balle est partie comme un obus. Regardez-moi le travail. Frappe instantanée, petit filet, absolument rien à faire. Et juste avant la mi-temps, le Bayern mène 1-0. Deuxième période, un but de Dieter Rennes qui efface tout le monde, y compris le gardien de but international de la Roma. Et le Bayern a gagné 2-0. Les Allemands pourront aller tranquillement à Rome. Rennes et Lattek en sont conscients. Dynamo de Dresde en jaune contre le Rapide de Vienne. 3 buts en deuxième mi-temps, 47e minute, Trautmann. « 57e minute, Minge. Et 83e minute, Kirsten. Très belle action collective là des joueurs du Dynamo de Dresde qui prouve que le football est-allemand est en progrès dans ce domaine. Le club surprise de la saison en Europe, c'est bien sûr Everton, leader du championnat anglais, qui n'a laissé aucune chance aux Néerlandais du Fortuna Sittard, actuellement 12e du championnat des Pays-Bas, avec un premier but marqué par Gray à la 48e minute. La marque à la mi-temps était nulle, 0-0. Mais ce mercredi soir, c'était le soir de Gray, qui allait réussir, comme on dit là-bas, le hat-trick. Voici le deuxième à la 74e minute. Et 2 minutes plus tard, toujours pour les Bleus, l'autre club de Liverpool, Everton donc. Il y avait une main mais l'arbitre a eu raison de ne pas siffler. Gray a marqué 3 buts et Everton a battu Sittard 3-0. Enfin, coupe de l'UEFA avec dans l'ensemble des résultats extrêmement serrés pour ces matchs allés. Manchester United, Vidéoton, un seul but signé Stapleton. Pas si ridicule que ça, Vidéoton. Inter de Milan-Cologne, un ballon repoussé par Schumacher, mais un but de Caosio et l'Inter gagne 1-0. Železničar, les Yougoslaves contre les Soviétiques du Dynamo de Minsk, avec un premier but à la 64e minute signé Samardžija. Et à 3 minutes de la fin, un but magnifique de Bazdarevic à l'issue d'un véritable slalom au milieu de la défense soviétique. Après que l'on ait revu le but de Samardžija, voici l'exploit de Bazdarevic. Fin de tir, remarquablement fait. Et 2-0, les Yougoslaves ont battu les Soviétiques. Un véritable exploit de Bazdarevic. Et enfin la surprise qui prouve que la Coupe d'Europe inspire toujours le Real Madrid qui jouait en bleu à cette occasion, bleu nuit. Un seul but marqué à Tottenham, c'est la première fois que Tottenham est battu sur son terrain. Un but malheureux, marqué contre son camp par le capitaine Steve Perryman après 15 minutes de jeu.
Les tenants ne se relèveront jamais de ce coup dur encaissé après un quart d'heure de jeu. Clemens a beau galvaniser ses coéquipiers, ils resteront sur cette marque et le Real gagne à l'extérieur 1-0. But de Perryman contre son camp. J'ai un petit rectificatif, ou pas un rectificatif, mais quelque chose à ajouter. Jean-Claude Bourret a oublié de vous donner les résultats de Coupe Davis dans le journal de 13h. Alors je vous le rappelle, c'est une mauvaise nouvelle. L'équipe de France est menée 2-0 à Asunción. Noah a perdu en 5-7 après 5h30 de jeu contre Victor Pecci. Et Lecomte a également perdu en 5-7 contre Gonzalez après avoir mené 2-7-1. Les deux Français du reste ont mené 2-7-1. Mais toujours est-il que c'est le Paraguay qui mène à Asunción 2-0. Voilà pour ce tour de Coupe Davis. Avant de nous quitter, j'ai quelques livres à vous présenter. Football, culture tactique, principe de jeu, par notre ami Alain Lourier. C'est l'ancien professionnel du Stade de Reims. Voilà, on le voit mieux comme cela, voilà, aux éditions Chiron. L'amicale des éducateurs de football d'Aquitaine. L'entraîneur national Jackie Braun et le conseiller technique régional Monsieur Devim de la Ligue de Picardie ont fait ce livre, La formation du footballeur. Si vous êtes un footballeur en herbe ou si vous êtes un footballeur sérieux, vous devez vous procurer ce livre. Et enfin, bienvenue à un nouveau confrère, Sport Reporter. C'est déjà le numéro 3. On y traite de tous les sports, y compris du football. C'est nos amis d'Antenne 2, Lionel Chamoulot et Dominique Leglou, qui sont à l'origine de ce journal, auquel nous souhaitons bonne chance. Voilà, ce numéro 270 de Téléfoot se termine. Les matchs retour des 16e de finale de la Coupe de France auront lieu mardi. Ils seront dans l'ensemble assez serrés, mais il y a des situations difficiles à remonter, comme celle par exemple de Brest face à Mulhouse. Mais c'est ça, la Coupe. Bonne fin d'après-midi et à samedi prochain pour un nouveau numéro de Téléfoot.